La parole est à Madame Valérie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Vous avez la parole, Madame la rapporteure, pour 10 minutes. Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, la croissance est le fil rouge du gouvernement. Et ce projet de loi de finances rectificatif en est le point d'équilibre. Équilibre entre la réduction de dépenses pour une gestion sérieuse des deniers publics, équilibre entre la relance des entreprises et le soutien au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ce PLFR est un triptyque, et c'est bien l'équilibre de ces trois axes qui en fait sa force, qui en fait sa crédibilité, et qui surtout signe son efficacité économique et sociale. Ce fil rouge de la croissance passe par un équilibre entre ces trois axes, et c'est celui qui a été défendu par les présidents et premiers ministres sociaux-démocrates réunis ce week-end à Paris à l'initiative du président de la République. Ce fil rouge de la croissance doit devenir le fil rouge de l'Europe. C'est lui qui permettra à l'Europe d'assurer ses équilibres financiers et de créer des emplois pour l'ensemble des Européens. Créer de l'emploi, c'est rajouter le chaînon manquant dans la chaîne économique. Le chaînon manquant aujourd'hui, c'est l'investissement. La France est numéro 3 mondial de l'innovation. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'agence américaine Reuters. Je ne crois pas qu'on puisse la soupçonner de vouloir être de manière intempestive favorable à la France, qui le dit en attribuant à notre pays 11% de l'innovation mondiale et seulement 4% à l'Allemagne. Alors avec un tel pédigré, comment se fait-il que notre pays se retrouve dans cette situation économique et sociale difficile ? La faute à qui ? Sans doute et surtout à un manque d'investissement. Depuis le début des années 2000, le taux d'investissement des entreprises françaises, c'est-à-dire le montant investi rapporté à la valeur ajoutée, hors immobilier, baisse continuellement. Il est inférieur à celui de l'Allemagne et inférieur à celui des grandes économies européennes. Et aujourd'hui, nous en payons l'addition. Sans investissement suffisant, pas de produits à vendre. Sans produits à vendre, pas de vente. Sans vente, pas d'emploi. Sans emploi, pas de pouvoir d'achat pour les salariés. Sans pouvoir d'achat, pas de débouchés pour les entreprises françaises. On entre alors dans une spirale négative, et c'est bien cette spirale économique et sociale qu'il faut casser. Recréer ce chaînon manquant de l'investissement, c'est ce qui a été fait à travers le CICE. Les employeurs et chefs d'entreprise, vous l'avez dit, monsieur le ministre, viennent à l'occasion de la clôture de leur compte 2013 de prendre conscience des montants qui vont leur être versés. Et je dois dire que pour un certain nombre d'entre eux, qui peut-être n'y croyaient pas, c'était une très bonne nouvelle qui va redynamiser l'investissement. Recréer ce chaînon manquant de l'investissement, c'est ce qui est poursuivi avec le pacte de responsabilité et de solidarité, dont les principales mesures vont commencer à être mises en œuvre au travers du PLFSSR. Cette dynamique-là est indispensable et cette dynamique commence à prendre. C'est ce que révèle en tout cas la dernière enquête de l'INSEE sur les investissements dans l'industrie, qui consiste à poser la question aux chefs d'entreprise sur l'évolution de leur taux d'investissement. Eh bien, en avril dernier, les chefs d'entreprise de l'industrie nous disent qu'ils anticipaient une hausse de 4% de leur investissement pour 2014. Au total, notre pays aura réalisé à l'égard des entreprises françaises le plus gros investissement, le plus gros effort jamais engrangé. Il faut que les entreprises l'entendent. Il faut qu'elles donnent des gages à l'ensemble des Français. Il faut, et en premier lieu à leurs salariés, en faisant franchir une étape supplémentaire au dialogue social. Alors cette étape ne pourra véritablement porter ses fruits que s'il y a adhésion du pays. Et l'adhésion ne se décrète pas, elle se vit, elle se construit. Elle se vit si on a la certitude de pouvoir bénéficier, en tant que ménage, du surcroît de richesse créé. Cette adhésion passe par une politique en faveur du pouvoir d'achat des Français, qu'ils travaillent, qu'ils soient chômeurs ou qu'ils soient retraités. Pour que cette politique marche, il faut qu'elle avance sur les deux pieds. Celui du futur, c'est l'investissement. Celui du présent, c'est le pouvoir d'achat. Ce second pied est bel et bien à l'œuvre depuis le début de cette législature. Je ne vais pas revenir sur la revalorisation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire, la revalorisation de la décote pour les ménages de revenus les plus modestes, la création des emplois d'avenir qui bénéficient à 150 000 jeunes, ou encore les revalorisations des fonctionnaires de catégorie C qui ont vu leur bulletin de salaire augmenter entre 30 et 60 euros par mois au cours du dernier trimestre. Avec ce PLFR, le gouvernement nous propose d'aller plus loin. C'est ce qui est engagé avec la réduction d'impôt sur le revenu, 700 euros pour un couple qui gagne moins de 28 000 euros, 350 pour un célibataire, ou encore la baisse des cotisations salariales
de l'ordre de 500 € pour une personne qui gagnerait le SMIC. Remettre les ménages français au cœur de la politique économique de notre pays, c'est ce que le gouvernement fait avec ce PLFR et ce PLFSSR, parce que les Français, je crois, mes chers collègues, sont et resteront toujours le socle sur lequel s'appuiera notre réussite économique et sociale. Pour financer l'effort pour les entreprises, il y a deux options, augmenter les impôts ou réduire les dépenses publiques. Le gouvernement a fait le choix de la seconde option. Alors je voudrais profiter de cette tribune pour revenir sur les chiffres publiés dans mon rapport, qui ont donné parfois lieu à quelques interprétations, erronées parfois, polémiques pour certaines. Là où il n'y a pas lieu d'avoir de polémique. Réduire les dépenses, c'est une nécessité. C'est une gestion sérieuse. Réduire les dépenses publiques est une nécessité économique après le dérapage qu'elles ont connu entre 2007 et 2012, puisque je rappelle que c'est à ce moment-là qu'elles ont connu le niveau le plus élevé de notre histoire. Réduire les dépenses publiques, c'est le respect aussi que nous devons à nos concitoyens en faisant en sorte de mettre un terme aux doublons qui peuvent exister. Je vais prendre un exemple très concret. Il y a aujourd'hui en France des territoires qui ont 3 agences de développement économique. Ne vous méprenez pas, je n'ai rien contre les agences de développement économique. Je constate juste que sur certains territoires, il y en a 3. Une de la région, une du département et une de l'agglomération. Donc cela coûte 3 fois aux contribuables pour des missions qui sont relativement équivalentes. Par ailleurs, lorsqu'une entreprise sollicite une aide, elle a 3 dossiers à remplir. En général, ce ne sont pas les mêmes dossiers, ce qui induit pour elle des coûts supplémentaires par rapport à ce qui pourrait être fait si elle n'avait eu qu'un seul dossier à remplir. Réduire les doublons relève donc de la bonne gestion. Mais chacun comprendra que réduire à un instant T les doublons détruit des emplois. Dans mon rapport, j'ai été amenée à citer une évaluation du ministère des Finances et des Comptes publics de l'impact des réductions de dépenses publiques sur l'emploi. C'est une évaluation. Il faut la prendre pour ce qu'elle est. C'est une simulation qui vise à éclairer nos débats et rien de plus. Cette évaluation souligne clairement qu'une réduction de dépenses publiques ne peut se faire que si on a une stratégie active de soutien et d'accompagnement de la croissance qui permet de compenser les emplois détruits, voire mieux, d'en créer plus. Et c'est exactement ce qui est proposé aujourd'hui par le gouvernement. C'est bien l'équilibre à atteindre qui est gage de réussite et d'efficacité. J'ai aussi publié cette évaluation à l'attention de nos collègues de l'UMP, surtout à ceux qui s'enferment dans la surenchère, demandant toujours plus de réduction de dépenses. Mes chers collègues, je me tourne vers vous. Avec un plan d'économie à 130 milliards d'euros sur 5 ans, c'est-à-dire quasiment 3 fois ce qui est proposé aujourd'hui par le gouvernement, vous vous rendez bien compte que l'équilibre que nous avons trouvé serait cassé. Et je voudrais le dire en un mot. Votre plan d'économie à 130 milliards d'euros mettrait tout simplement la France à mal et pour longtemps. Cette persistance à faire de la surenchère sur la baisse des dépenses publiques est d'autant plus incompréhensible que lorsqu'on analyse les amendements que vous avez déposés en commission des finances, ils conduisent tous à une dégradation des finances publiques. Si nous les avions adoptés, nous aurions dégradé d'au moins 16 milliards d'euros nos finances publiques. Si la finalité première de notre action économique est bien la croissance, sa finalité seconde est de réduire notre déficit et notre dette. Le présent projet de loi révise la prévision de solde public de 3,6 à 3,8% du PIB, comme le prévoyait déjà le programme de stabilité en avril dernier. La révision du déficit résulte d'une révision des prévisions de recettes de 5,3 milliards d'euros après les moins-values fiscales de 3,5 milliards d'euros constatées en loi de règlement par rapport à la LFR de décembre 2013. Cette révision témoigne d'un réel effort de sincérité budgétaire, surtout quand on connaît la difficulté de prévision de recettes fiscales qu'un récent référé de la Cour des comptes a mis en exergue et qu'a confirmé l'audition que nous avons eue sur ce sujet avec les directions financières du ministère des Finances. Cette baisse des recettes prévisionnelles est partiellement compensée par un ajustement supplémentaire de 4 milliards d'euros, dont 1,6 sur l'État et 2,4 sur les administrations de sécurité sociale. Concernant l'effort portant sur le budget général, tous les ministères ont été sollicités et les économies proposées l'ont été sur des postes pour lesquels un effort supplémentaire était possible, sans impacter en cours d'année la conduite des politiques publiques. Par ailleurs, il faut souligner que sur les 1,6 milliard d'euros de crédits ainsi annulés, près d'1 milliard concerne des crédits frais, tandis que les 600 millions résultent de l'annulation de crédits gelés, comme l'a rappelé Monsieur le ministre. Il s'agit donc d'un effort supplémentaire substantiel, et je mets en garde l'opposition contre la tentation d'en demander toujours plus dans ce domaine, comme certains ont pu sembler le souhaiter.
Je tiens par ailleurs à souligner que le présent projet de loi de finances constate une moindre dépense supplémentaire de 1,8 milliard d'euros sur la charge de la dette et que ces mêmes moindres dépenses pourraient s'avérer même supérieures après l'abaissement du taux directeur de la BCE. Je signale que si les taux d'intérêt sont historiquement bas, bien sûr, il faut y voir là l'impact de la politique monétaire menée par la BCE, mais il faut y voir aussi la crédibilité de la France, la crédibilité de ses politiques économiques, ce qui explique que les investisseurs nous font confiance. En conclusion, ce projet de loi de finances rectificatif est un projet crédible qui nous place sur une trajectoire de redressement économique et budgétaire. J'appelle donc à le voter, comme l'a fait notre commission des finances la semaine passée, avec les amendements qu'elle a adoptés et sur lesquels nous reviendrons bien sûr au fil de la discussion. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure générale.